Qu'est-ce qui nous fait sourire lorsque nous dépensons notre argent? Quelles sont les choses pour lesquelles nous sommes prêts à dépenser sans compter? Et comment nos antécédents familiaux et nos expériences de vie façonnent-ils notre perception de la richesse? L'argent n'est pas simplement un outil, mais une expression complexe et nuancée de ce que signifie pour chacun d'entre nous une vie riche et épanouissante. Dans un monde où l'argent est souvent perçu comme un simple moyen d'échange, nous oublions parfois qu'il peut être bien plus que cela. L'argent peut être le reflet de nos valeurs, de nos vies et même de notre identité. Pour beaucoup, il peut signifier la sécurité, pour d'autres le luxe, la frugalité ou l'extravagance. À travers les expériences de Ramit Sethi, une personne qui a grandi dans une famille d'immigrants et qui a appris à voir l'argent à travers différentes lentilles, et également auteur du livre « Je vais vous apprendre à être riche », nous allons, dans cette vidéo, plonger dans un voyage qui vous invite à réfléchir à ce que signifie réellement une vie riche. Si je vous demande ce que signifie pour vous une vie riche, que diriez-vous? Les réponses à ces questions sont en fait très variées et j'adore le fait que, lorsque je pose cette question à travers les pays et à mes lecteurs, j'obtiens généralement 3 réponses qui englobent environ 95% des réponses courantes. La première est la liberté. Je réponds, c'est très bien, mais de quelle manière spécifique? Que signifie pour vous la liberté? Les réponses sont souvent avoir plus de choix et du confort. Je demande toujours pour les pousser à réfléchir plus loin, qu'est-ce que ça signifie? La réponse est toujours la même. Je veux faire ce que je veux quand je veux. Et je dis, d'accord, c'est bien. Un peu vague, mais d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, ils sont souvent perplexes. Ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils veulent faire vraiment. Ils n'ont pas réfléchi à ce que représente leur vie de riche. La réponse qu'ils me donnent après ce silence, c'est « Je veux avoir $1 million. » Peu importe où ils vivent. Quand je leur pose cette question, ils me répondent $1 million. Je ne me donne même pas la peine de leur demander ce qu'ils vont faire avec ce $1 million. Car s'ils répondent ainsi, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi à ce que cela signifie réellement. La troisième réponse, la plus courante, est « Je veux rembourser mes dettes. » En réalité, je trouve que c'est la question la plus intrigante d'entre toutes. Il n'est pas surprenant que, si votre définition d'une vie riche se résume à rembourser vos dettes, vous ne la viviez pas pleinement. Et je veux qu'aujourd'hui, vous dépassiez ces réponses simplistes et réfléchissiez vraiment. Lorsque j'ai déménagé à New York, ma définition d'une vie riche était de pouvoir commander un hors-d'œuvre dans un restaurant chic. En effet, en grandissant, quand j'allais dans un restaurant, j'ai jamais pu commander d'entrée, parce que nous ne pouvions pas nous le permettre. Ensuite, ma définition de la vie riche, c'est aussi pouvoir prendre un taxi pour me rendre à une réunion comme celle-ci, et ne pas avoir à prendre le métro parce que je voulais pas arriver en sueur. Ça coûte pas beaucoup d'argent, mais c'était pour moi une vie riche. Remarquez à nouveau la spécificité. Lorsque je demande aux gens quelle est leur définition d'une vie riche, je vais entendre des réponses comme celle-là, des réponses qui sont spécifiques. Maintenant, ces définitions pourraient changer au fil du temps. La mienne a certainement évolué au fil du temps, mais je veux entendre des réponses spécifiques de ce qu'est une vie riche pour vous. Lorsque j'ai commencé à me familiariser avec l'argent, j'ai découvert que le mot le plus populaire chez les experts financiers est le mot « non ». Non, non, vous ne pouvez pas acheter de café au lait. Non, non, vous ne pouvez pas partir en vacances. En fait, non, vous ne pouvez rien faire avec votre argent. Prenez-le, allez le cacher dans un coffre pendant 75 ans et vous pourrez peut-être en dépenser un petit peu. J'ai regardé mes amis autour de moi et j'ai pas voulu vivre ce genre de vie. Je voulais sortir, je voulais payer une tournée sans me sentir coupable, je voulais explorer, je voulais vivre des expériences différentes avec mon argent. Tout cela est amusant parce que nous vivons dans cette culture paradoxale qui, d'un côté, est très puritaine, avec beaucoup d'experts qui nous disent ce que nous ne pouvons pas faire avec notre argent. Et d'autre part, quelle est cette première chose que nous faisons en nous réveillant le matin? Nous retournons, nous ouvrons notre téléphone, nous commençons à défiler sur Instagram et nous tombons sur notre ami ennuyeux qui poste depuis un lieu de vacances fantastique un mercredi. Vous vous dites, et comment fait-il? Alors pour vous, lequel des deux côtés l'emporte? Le côté puritain ou le côté consommateur? Bien sûr, c'est le côté qui nous pousse à acheter tout ce qui se trouve devant nous. Nous vivons dans une société conçue pour nous inciter à acheter davantage, généralement sans réfléchir. Et que faisons-nous? Nous suivons le mouvement, nous l'achetons, qu'il s'agisse d'un voyage, de vêtements, etc.
D'ailleurs, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit d'avoir dépensé pour ce qu'il aime. Au contraire, je vous encourage à dépenser davantage. Mais nous nous sentons coupables parce qu'après avoir acheté cela, nous sentons un certain regret, surtout quand nous voyons des experts nous dire que nous ne devrions pas faire ça avec notre argent. Je pense que les gens sont intelligents. Je pense que les gens n'ont pas besoin d'un autre article nous disant de ne pas acheter des produits à 3 $. Je pense que nous n'avons pas besoin d'un autre article nous disant de dévisser la lumière de notre four parce que nous pouvons économiser 13 centimes de dollars par an. Nous n'en avons pas besoin. Ce que j'ai appris, que ce soit dans le domaine de la politique, de l'argent, de la forme physique ou de l'alimentation, c'est que les gens sont intelligents et qu'ils ont soif de vérité. Ils ne veulent pas seulement savoir les choses génériques, des lignes directrices génériques. Ils veulent connaître les détails. C'est bien de se poser des questions du genre « Où investissez-vous votre argent ? Quels sont les frais que vous payez ? Comment avez-vous pu partir en vacances ? Dites-moi quels sont les pourcentages de votre allocation d'actifs, soyez précis. » Mais je pense que les gens ont besoin de connaître la vérité sur l'argent d'une manière qui n'a pas été abordée. Généralement, ce qui se passe avec l'argent, c'est que dans la vingtaine, on l'ignore. Plus tard, dans la trentaine, on se dit « Moi, j'ai un peu d'argent qui traîne, je vais peut-être en faire quelque chose, investir peut-être. » Et puis à 40 ans, on a peut-être des enfants, on a probablement un prêt hypothécaire, la vie a certainement commencé à nous rattraper, et nous nous disons « Ah, je ferais mieux de faire quelque chose pour avoir plus d'argent. » Peu importe que l'on vive dans telle ou telle ville, peu importe que l'on ait tel ou tel revenu, on se dit tous la même chose, j'en veux plus. On a appris à la plupart d'entre nous à épargner, mais personne ne nous a appris à dépenser. J'aimerais commencer aujourd'hui en montrant, et non en racontant, à toutes les personnes présentes dans la salle, comment l'argent peut être quelque chose qui nous apporte de la joie, et non de l'anxiété, de l'embarras, de la culpabilité et de la honte. Je veux que vous répondiez à cette question. Quelle est la chose pour laquelle vous avez dépensé de l'argent au cours des 2 dernières semaines et qui vous a fait sourire ? Une chose à laquelle vous repensez et qui vous fait sourire. Il peut s'agir d'une sortie dans un bon restaurant, prendre un taxi plutôt que le métro pendant une journée de canicule. Quelque chose au cours des 2 dernières semaines qui vous a donné de la joie, du bonheur. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Tout le monde vous apprend à épargner, personne ne parle de la façon de dépenser. Les gens veulent la vérité, ils veulent savoir comment penser à des choses plus importantes avec leur argent. Oui, vous devriez économiser de l'argent. Oui, vous devriez automatiser vos investissements avec des faibles coûts et des investissements à long terme. Oui à tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a tellement plus à dire sur l'argent que sur la façon de grappiller 3 $ par-ci par-là. Et c'est donc de cela que nous allons parler, de la façon d'utiliser l'argent pour créer une vie riche. J'avais développé mon entreprise qui compte des dizaines d'employés et 40 000 clients et je m'étais marié, ce qui était à la fois extraordinaire et difficile d'un point de vue financier. J'ai vraiment eu ces conversations qu'on cherchait à éviter et je pense que j'ai réalisé que j'avais commencé à penser à l'argent différemment. Et c'est une prise de conscience qui se poursuit pour moi. À 22 ans, si vous m'aviez demandé ce que l'argent signifiait pour moi, j'aurais répondu qu'il était bon et que j'en voulais plus. C'est à peu près le niveau de rigueur intellectuelle que j'accordais à cette question. En fait, je pense que beaucoup de gens, si vous leur présentez un défi et qu'ils sont orientés vers la réussite, vont simplement le relever. Ils se demanderont peut-être pas pourquoi ou comment ça s'inscrit dans le contexte de leur vie riche. Mais je vous garantis qu'ils vont relever le défi. Ce que j'ai appris tout au long de mon parcours financier, au fur et à mesure que mon entreprise s'est développée et que je me suis marié, que j'ai parlé à un plus grand nombre de personnes de l'endettement, de la négociation d'un salaire plus élevé, de la recherche d'un emploi idéal, de la création d'une entreprise, c'est que j'assimile mon parcours avec l'argent à celui que j'ai fait avec ma forme physique. Vous pouvez commencer pour une raison et continuer pour une toute autre. Ce que j'ai découvert, c'est que j'ai fini par tomber amoureux du métier et de la discipline à suivre chaque jour et à savoir que oui, vous pouvez avoir une certaine apparence, mais c'est en fait un sous-produit de tout le travail que vous avez fourni chaque jour pour perfectionner votre métier. C'est la même chose pour l'argent. Alors que j'avais l'habitude de rechercher l'argent, je me rends maintenant compte que l'argent est un dérivé. Aujourd'hui, je me rends compte que l'argent est le sous-produit de toutes les bonnes choses que je fais. Je m'en souviens encore, il y a 6 mois, nous sommes en lune de miel et j'adore les hôtels. Je garde une liste des hôtels où je veux aller et que j'aime. Je me souviens que nous étions au dernier endroit de notre lune de miel
et que nous étions déjà heureux parce que nous étions en lune de miel et que nous passions le meilleur moment de notre vie. Mais je me souviens avoir été encore plus heureux parce que j'étais dans cet hôtel de rêve où je voulais séjourner depuis des années. Et j'essayais de comprendre pourquoi j'étais si heureux, encore plus heureux que la ligne de base. Je me suis rendu compte que je pouvais être là avec ma femme, mais aussi être là sans avoir à me soucier de savoir si nous pouvions nous permettre ceci ou si nous pouvions commander le service d'étage. Ça signifiait que j'avais fait tout ce qu'il fallait pendant des années. Je me présentais au travail, j'ai formé une équipe incroyablement talentueuse, nous avons pris des bonnes décisions, nous nous sommes repris lorsque nous avons pris les mauvaises, et maintenant c'est la récompense. C'est l'une des récompenses de notre vie riche. J'aurais jamais pensé à ça avant. À 22 ans, j'aurais dit « Qu'est-ce qu'il y a dans mon tableau Excel ? Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte ? C'est qu'un chiffre. » Mais être capable de prendre un taxi et d'éviter la sueur, ou maintenant de rêver plus grand et d'aller dans un hôtel de rêve avec ma femme, c'est bien plus significatif. J'ai donc appris à aller au-delà du simple montant en dollars. Et c'est l'une des choses essentielles que je veux encourager tout le monde ici à retenir. Je vais vous montrer comment nous procédons. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, que l'une de mes philosophies consiste à dépenser sans compter pour les choses qu'on aime, à condition de réduire impitoyablement les coûts des choses qu'on n'aime pas. Dépenser sans compter est une expression qu'on n'entend pas souvent dans le secteur financier. Mais attendez, j'aimerais vous demander de répondre à cette question. Quelle est la chose pour laquelle vous aimez dépenser de l'argent ? Dites-moi quelque chose de spécifique que vous aimez, par exemple dépenser de l'argent pour des livres. J'ai ce qu'on appelle une règle d'achat de livres. La règle d'achat de livres est la suivante. Si vous pensez à acheter un livre, achetez-le. Ne vous tourmentez pas, ne discutez pas. 10 $, c'est rien pour un livre. J'aime aussi prendre les choses que j'aime et les entourer de règles simples. Pourquoi devriez-vous débattre pendant 2 secondes un achat de 10 $ qui peut contenir le travail de toute une vie d'un auteur et qui peut changer votre vie de façon mesurable ? N'y pensez jamais. Il y a des choses auxquelles nous devrions penser lorsqu'il s'agit des achats les plus importants de notre vie. Oui, nous devons construire des modèles et les comprendre. Mais un achat de 10 $ qui pourrait changer votre vie, dans 20 ans, vous regarderez en arrière et vous direz « Oh, j'aurais aimé pas avoir dépensé ces X $ supplémentaires ». Non, c'est quelque chose que vous vivez et dont vous profitez tous les jours. Nous enseignons aux gens comment créer une entreprise. Et l'une des choses dont nous parlons, c'est que les gens sont pétrifiés à l'idée de demander de l'argent, et nous disons que lorsque vous comprenez votre client et que vous trouvez le bon client, le prix est une simple bagatelle. C'est ce que j'appelle le cadran de l'argent. Chacun d'entre nous possède un cadran. Nous savons tous intuitivement quel est notre cadran d'argent. Un cadran d'argent est la chose pour laquelle vous aimez dépenser de l'argent. Ça vous procure de la joie. Vous avez envie de dépenser plus pour cette chose. Le prix n'est qu'une bagatelle. Et si je vous demandais ce que vous feriez de vos prochains 10 000 $, la plupart des gens donnent des réponses bidons, comme par exemple rembourser toutes mes dettes. Mais ce que je veux dire, c'est si tu avais 10 000 $ de plus, est-ce que tu les consacrerais volontiers à ce que tu aimes ? En réalité, nous avons souvent tendance à minimiser nos désirs, comme s'ils étaient simplement futiles. Mais votre vie riche vous appartient. Elle n'appartient ni à moi, ni à votre famille, ni à vos parents. Elle est à vous. Et ce que je veux encourager ici, c'est de se concentrer sur cette idée et de ne pas s'en excuser. Mes dépenses les plus courantes, d'ailleurs, sont pour la nourriture, les voyages, la santé et la forme physique. Il y a aussi bien sûr un tas d'autres choses, sans oublier la commodité. J'aime que chaque chose soit bien faite. Je veux me réveiller le matin et voir que tout est en ordre. Mon calendrier est parfaitement organisé. Quand je voyage, mon assistante active notre protocole de voyage. Et je plaisante pas. Je sais que ça a l'air d'un maniaque, mais ça fonctionne. Mais c'est ce que j'aime, et je m'en excuse pas. D'un autre côté, il y a des choses qui m'intéressent pas. J'ai dit que vous devriez dépenser sans compter pour les choses que vous aimez, à condition que vous réduisiez les coûts sans pitié pour les choses que vous n'aimez pas. Dans ma propre vie, il y a plusieurs choses dont je ne me soucie pas. J'ai pas la télévision, j'utilise un MacBook Air vieux de 7 ans, je devrais probablement travailler avec un double écran, mais je m'en fiche. Je vis dans le même appartement depuis 10 ans, et je suis locataire. Je sais que la société vous dit que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, mais c'est pas vrai. Ce sont des choses qui m'importent peu. Mais d'un autre côté, pour la commodité, je suis prêt à dépenser n'importe quoi. Les hôtels, je suis prêt à dépenser n'importe quoi. Et il y a d'autres exemples. J'encourage donc tout le monde à s'approprier ce concept, à y réfléchir et à ne pas s'en tenir à la surface. Voyez les choses en grand, ne vous laissez pas décourager. L'origine de notre argent et la façon dont nous pensons l'argent ont beaucoup à voir avec la façon dont nous avons été élevés. C'est comme si vous mettiez une paire de lunettes
mais des lunettes d'argent. La façon dont je voyais le monde, c'était la frugalité. Probablement comme certaines personnes présentes dans cette salle et certaines des personnes qui nous regardent. J'ai été élevé par 2 parents immigrés. Mon père travaillait, ma mère restait à la maison avec 4 enfants. Et je me souviens que lorsque nous prenions des vacances, pour nous, les vacances consistaient à aller en voiture du nord au sud de la Californie et à séjourner chez des familles. Et les rares fois où nous allions à Disneyland, 1 ou 2 fois je crois, nous nous levions très tôt de chez nos cousins pour nous rendre à Disneyland. Nous préparions des déjeuners car il est impossible d'acheter 6 déjeuners pour une famille de 6, c'est trop cher. Et nous restions jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi ? Parce qu'on ne reviendrait pas ici. On doit tirer tout ce qu'on peut de cet endroit. C'était ça la paire de lunettes à travers laquelle je voyais l'argent. Et je pense qu'elle m'a servi de bien des façons. J'ai donné l'exemple de l'ordinateur. J'ai pas besoin de nouvelles choses s'il fonctionne. J'aimerais acheter le meilleur et le garder pour toujours, mais je pense aussi qu'il y a d'autres lentilles d'argent, d'autres façons de voir le monde. Nous avons entendu la femme qui nous a dit qu'elle aimait dépenser pour la commodité, se sentir en sécurité, se sentir soulagée, se sentir chanceuse. La sécurité est quelque chose que nous comprenons tous intuitivement lorsque c'est pour quelqu'un d'autre. Nous dépensons plus pour que nos enfants soient en sécurité. Nous ne remettrons jamais ça en question. Mais lorsqu'il s'agit de nos propres dépenses, nous remettons en question cette frugalité qui nous a été inculquée par la société. Il existe d'autres lentilles. Il y a la lentille de l'argent des résultats. Je peux faire une séance d'entraînement sur YouTube ou payer un entraîneur personnel pour obtenir des résultats meilleurs et plus rapides. Il y a aussi bien sûr l'expérience. Pourquoi pensez-vous que les gens vont dans un très bon restaurant, 5 étoiles et plus ? Bien sûr pour l'expérience. Le luxe à l'état pur. Ce pull ne va pas durer 10 fois plus longtemps que celui-là, mais vous le voulez. Parfois, la frugalité est la note parfaite, mais parfois, il y a d'autres notes que vous voulez. La sécurité, le luxe, quel que soit votre objectif en matière d'argent. Je veux pas que les personnes présentes dans cette salle ou celles qui nous regardent ne jouent qu'une seule note toute leur vie. Il y a différentes notes à utiliser à différents moments. Et c'est difficile. Pour moi en particulier, il a été difficile de changer de point de vue. J'aurais préféré au début de ma vingtaine juger les autres. J'entrais dans un avion, je croisais des gens en classe affaires ou en première classe, et je riais comme un idiot en me demandant pourquoi ils dépensaient 4 fois plus d'argent que moi. Nous allons tous au même endroit. Ce que j'aurais dû faire, au lieu de dénigrer, juger, c'est passer à la curiosité pour savoir pourquoi ils font cela. Pourquoi quelqu'un voudrait-il dépenser cette somme folle pour un vol en classe affaires ? Que savent-ils que je ne sais pas ? Et je pourrais découvrir que je suis pas d'accord. Je n'y attache pas d'importance, je m'en moque. Je pense que c'est pas pour moi. Mais au lieu de clore la conversation de manière désobligeante, j'aurais dû me montrer beaucoup plus curieux et demander pourquoi quelqu'un va-t-il dans ce restaurant ? Pourquoi quelqu'un veut-il aller aux Maldives ? Pourquoi ? Et ça a vraiment transformé ma façon de voir l'argent, qui est passée d'une note de frugalité à la capacité de jouer des notes différentes à des moments différents. Une chose que j'ai apprise, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais réfléchi à ce qu'est réellement une vie riche. Demandez donc aux gens, quelle est votre vie riche ? Je vous ai donné 3 des réponses les plus courantes. La plupart des gens se plaignent de l'argent, surtout dans la quarantaine. C'est la première chose qui les préoccupe. Mais ils n'ont jamais passé un week-end à lire un bon livre. La plupart des gens parlent de certaines choses à propos de l'argent, ou de ce qu'ils aimeraient avoir. Mais ils ne se sont jamais vraiment dit « quelle est ma vie riche ?» Si nous faisons cela, imaginez comment nos dépenses changeraient. Imaginez comment notre psychologie autour de l'argent changerait. Je dépenserais sans compter pour quelque chose que j'aime. Et je réduirais les coûts pour quelque chose que je n'aime pas. Si nous regardons 10 000 $, ou 1 000 $ ou plus, nous voyons des choses différentes. Je vois la croissance, les intérêts composés, je pourrais investir dans telle ou telle chose, je vois les opportunités, je vois un très bel hôtel qui est sur ma liste. Ma femme voit cet argent et se sent en sécurité. J'avais jamais pensé au mot sécurité lorsqu'il s'agissait de ma vie. Ça m'était jamais venu à l'esprit. Nous ne parlions donc pas du tout la même langue. Mais en fait, nous avons dû remonter très loin dans le temps pour parler tous les deux de ce que signifiait l'argent. Quelles sont les phrases que nous avons entendues de la bouche de nos parents lorsque nous étions enfants ? Je suis prêt à parier que beaucoup d'entre nous ont entendu des phrases du genre « Nous ne parlons pas d'argent dans cette famille. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Pourquoi acheter ça alors que nous pouvons le faire à la maison ?»
Ces phrases sont très courantes. Il faut que nous débloquions ces phrases que nous portons en nous depuis longtemps. Il faut commencer à définir ce qu'est, pour nous, une vie riche et commencer à la vivre avant qu'il ne soit trop tard.